Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un sujet très porté sur la psychologie. Julien, de quoi qu'on se parle? Exactement, alors imagine-toi un peu en train de gravir une montagne, t'avances, tu te bats contre le vent, mais à chaque fois que tu crois atteindre le sommet, tu réalises en fait que tu tournes en rond, repassant toujours par le même point. Et c'est pas la montagne qui est maudite, c'est ton chemin intérieur qui se répète. Alors salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du bonheur. Franchement, qui n'a jamais eu cette satanée impression de tourner en rond, de se retrouver dans des situations familièrement frustrantes, que ce soit en amour, au boulot, même dans la façon dont on se parle à soi-même. Parfois on peut avoir l'impression que le passé nous colle à la peau, qu'on rejoue sans cesse les mêmes scénarios, et si derrière tout ça, en fait, se cachait une forme de ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Alors du coup, accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui on va aller décortiquer ce mécanisme sournois et te donner les clés pour enfin briser ces chaînes qui te font tourner en rond. Yes, que tu sois coach qui accompagne des personnes prises dans cette dynamique, un passionné de développement personnel cherchant à comprendre tes propres blocages ou simplement quelqu'un de curieux de plonger dans les tréfonds de la psyché humaine, cet épisode est pour toi. On va explorer les racines de ce phénomène, comprendre comment il se manifeste dans nos vies et surtout t'offrir des pistes concrètes pour te libérer de ce syndrome. Ensemble, on va transformer ce syndrome de répétition en tremplin vers un avenir plus épanoui. Merci pour ça Samir. En fait, on parle souvent de guérir du passé. Mais c'est rarement aussi simple que ça. Parce que, sans qu'on en ait conscience, on rejoue des schémas anciens. Comme si notre inconscient était programmé pour revivre certaines expériences. C'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Et pour bien comprendre ce concept, en fait, il est essentiel de jeter un coup d'œil aux différentes façons dont les experts ont abordé les traumatismes psychiques. Alors on va se parler ici des fondations théoriques qui sont derrière ça, et on va voir qu'il y a deux approches du traumatisme, en tout cas qu'on a sélectionnées et qu'on va aborder à travers ce podcast. Alors Samir, peut-être si tu veux commencer avec le premier. Déjà, peut-être qu'on va commencer par l'approche américaine qui s'appuie fortement sur la psychiatrie, notamment avec le PTSD qu'on connaît, qu'on a déjà abordé dans d'autres podcasts. Et en fait, il faut savoir qu'elle s'est développée après la guerre pour traiter les blessures psychologiques, principalement des soldats qui revenaient justement des batailles avec des PTSD, avec des traumatismes qu'ils n'arrivaient pas à traiter. Et ça causait un problème de santé publique, surtout de santé mentale, justement chez ces personnes-là. Donc, faut savoir que le DSM, donc le manuel de référence de la psychiatrie et de la psychologie, décrit le PTSD comme un ensemble de symptômes qui apparaissent après un choc. Donc, un souvenir envahissant, de l'évitement, un changement d'humeur et de pensée et de forte réactivité du corps. Le corps est en réaction. Donc, c'est une approche qui est très médicale, qui cherche à poser un diagnostic précis pour mieux intervenir. Donc, le PTSD, il a été officiellement reconnu en 1980 après avoir été largement observé chez les vétérans de la guerre du Vietnam. Donc, il y a une étude de 1990 qui a montré qu'environ 30% d'entre eux souffraient encore de symptômes durables. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté comme ça, mais on a aussi beaucoup observé chez ces personnes qui revenaient de la guerre du Vietnam des problèmes d'addiction. D'accord, tout à fait. qui sont en lien aussi, j'imagine, avec ce PTSD-là. Ouais. Donc, il faut savoir que plus récemment, il y a les travaux de Bessel van der Kolk. J'ai réussi à la placer, celle-là. Donc Bien joué, Samir. J'ai réussi du premier coup. Donc, de The Body Keeps the Score, ont révélé que le traumatisme modifie le fonctionnement du cerveau. Il désactive les zones qui permettent de réfléchir posément et il active celles liées à la peur et à la mémoire. Et c'est ça qui empêche à la personne de digérer son émotion. Et je peux refaire rapidement un petit wheeling là vers ce qu'on disait avec l'addiction. En fait, il faut savoir que l'addiction elle-même aussi va désactiver certaines zones du cerveau qui sont liées à la peur et à la mémoire. Donc j'imagine vraiment qu'il y a aussi ce lien-là, que ce PTSD-là amène aussi potentiellement ces personnes à des formes d'addiction, encore une fois, pour pouvoir désinhiber le cerveau et éviter de repenser à certaines choses.
Mais encore une fois, ça, c'est moi qui le dis. Je sais, j'ai pas vu d'études par rapport à ça. Faudrait peut-être que je creuse un peu. Bah, il y en a certainement, et effectivement, de toute façon, les profils qui vont avoir une consommation importante, ou en tout cas de substances assez puissantes, ont souvent, de toute façon, des éléments traumatiques en arrière-plan. Et il y a le fait aussi qu'ils vont beaucoup s'isoler. Il y a une distanciation sociale, il y a effectivement ces émotions qui prennent beaucoup de place, très peu d'accompagnement autour de ça, très peu d'éducation aussi sur le fonctionnement des émotions, de leurs ressentis, etc. Donc tout ça, ça aide. Alors merci Samir pour ce partage de ce côté de l'Atlantique. Si on regarde de l'autre côté sur l'approche plutôt franco-européenne, en fait, on parle plutôt ici de névrose traumatique. Et la perspective est un petit peu différente. En fait, c'est plus dans l'héritage des travaux pionniers de Pierre Janet, de Sigmund Freud, encore une fois, qui mettent définitivement en fait l'accent sur l'impact subjectif et la réorganisation psychique globale de l'individu face à un événement qui est potentiellement traumatisant. En fait, ici, on s'intéresse moins dans cette approche à une liste de symptômes spécifiques, mais plus à la façon dont le trauma vient perturber l'équilibre psychique de la personne et tout ce que ça entraîne en termes de symptômes variés comme l'anxiété, la dépression, des troubles somatiques qui s'installent dans le corps, des difficultés relationnelles. Et l'idée centrale dans cette approche, c'est que le trauma non intégré continue en fait d'influencer inconsciemment le présent. Et il y a des recherches d'ailleurs là-dessus, dont celle de Catherine Thomas-Antérion, c'est une neuropsychologue, qui ont récemment confirmé que ces traumas dits mineurs, donc en fait les petites choses qui peuvent nous arriver, peuvent s'inscrire durablement dans la mémoire implicite et provoquer des dérégulations émotionnelles, même sans avoir de souvenirs explicites clairs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir vécu des traumas, et le trauma, c'est pas forcément je me suis fait agresser, violer, séquestrer, j'ai vu la guerre ou autre. Ça peut être des choses plus anodines, entre guillemets, du quotidien, mais qui nous ont quand même grandement affectés, qui n'ont pas été accompagnés, qui n'ont pas été verbalisés, qui n'ont pas été digérés. Et du coup, ça peut laisser des traces. Donc pour résumer assez simplement, on parle de TSPT en français. C'est PTSD en anglais, mais c'est TSPT en français, donc trouble de stress post-traumatique. Ça se focalise sur la réaction à un événement traumatique qui est identifiable et ça se manifeste par des symptômes qui sont spécifiques et bien définis. De l'autre côté, la névrose traumatique, elle, c'est une notion qui est plus large, qui explore l'impact profond et durable d'une expérience stressante, pas nécessairement un grand trauma selon les critères du TSPT, mais tout ce que ça va faire sur la structure psychique, émotionnelle, et qui se traduit par des schémas en fait qui vont être répétitifs et des souffrances qui vont être plus en arrière-plan, qui vont être plus diffuses. Et du coup, c'est aussi important de voir que on n'a pas forcément besoin, entre guillemets, de passer par des traumas importants pour pouvoir dire en fait, j'ai des choses qui sont là et il y a des choses avec lesquelles je dois prendre du recul parce que ça m'empêche d'avancer dans le quotidien. Voilà, c'est ce que je voulais préciser ici. Merci Julien. Il faut savoir que ces deux approches ne s'opposent pas, d'accord? Elles se complètent. Le PTSD, alors moi je dis PTSD, TSPT, on peut dire comme ça. Je trouve plus stylé le PTSD. Donc toi qui nous écoutes, sache que quand on parle de PTSD, on parle de troubles post-traumatiques. Donc le PTSD, il permet de repérer clairement les conséquences d'un choc important, d'accord? Et alors que la notion de névrose traumatique, elle aide à mieux comprendre les effets psychologiques plus subtils et durables, même sans événements très violents. Ce qu'on pourrait peut-être faire ici, c'est parler un peu des manifestations justement de ce syndrome de répétition, de voir le côté plus clinique, mais aussi ce qui se passe au quotidien. Alors, si on se base sur ces approches, en fait, on va observer différentes façons dont le syndrome de répétition peut se manifester. Donc, dans le cas du TSPT ou du PTSD, on retrouve les fameuses reviviscences, ces intrusions assez vives et souvent d'ailleurs terrifiantes de l'événement traumatique sous forme de flash ou de cauchemar. Et l'évitement de tout ce qui rappelle le trauma va être une manifestation qui va être clé. Donc éviter de faire certaines activités, éviter de parler de certains sujets, éviter
la présence de certaines couleurs, de certaines odeurs, de certains bruits, de certaines musiques. On va vraiment tomber dans de l'évitement et clairement, c'est pas un élément qui va être aidant parce qu'en fait, ça va juste renforcer le système. Ce qui va être particulièrement pertinent pour toi qui nous écoutes, c'est de voir comment cette dynamique de répétition se joue aussi dans nos vies de tous les jours. En fait, souvent de manière plus subtile, et t'as peut-être déjà remarqué que tu te retrouves toujours dans le même type de relation toxique, par exemple. Que tu te sabotes inconsciemment sur des projets professionnels au moment clé où les choses pourraient se mettre en place. Que tu réagis de manière excessive à certaines critiques ou que tu réagis par rapport à des choses qui vont te faire revivre des blessures du passé. En fait, tout ça, c'est autant de manifestations du syndrome de répétition, alors à un niveau qui est plus quotidien, mais ça n'empêche que ça se rejoue. Et en fait, quand on rejoue ces scénarios émotionnels non résolus, c'est comme si on était pris dans une boucle. Alors, peut-être d'ailleurs là-dessus, parce que je crois, Samir, que tu as un petit exercice justement que tu as prévu pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais des études en neurosciences affectives, notamment celle de Daniel Siegel, alors c'est The Developing Mind, et de Bruce Perry, de What Happened to You, ont mis en fait en évidence que ces répétitions comportementales s'expliquent par une activation chronique du système limbique. Et entre autres, l'amygdale, qui est gardienne de la mémoire émotionnelle, réagit à nouveau comme si l'événement passé était encore réel, comme s'il était encore présent à ce moment-là. Tandis que les fonctions rationnelles du cortex préfrontal, en fait, sont inhibées, comme dans toute activation en fait de notre amygdale cérébrale, où ça coupe le système, et en gros, ça dit, il n'y a plus que ça qui est réel, et le reste, on le met de côté. Et le truc, c'est que souvent, en fait, ce sont des mécanismes qui sont inconscients, qui sont automatiques, et qui sont profondément ancrés. Alors, on répète pas les choses par bêtise, on les répète pas par faiblesse, mais on les répète parce qu'en fait, notre système nerveux tente de nous protéger à sa manière, et nous fait repasser par l'expérience pour éventuellement pouvoir trouver une issue plus favorable. Mais essayer de résoudre quelque chose qui s'est passé avant à travers une expérience qui se passe maintenant, c'est souvent inefficace. Exact. Alors, maintenant, place à l'exercice. Donc, moi, je vais te proposer, toi qui nous écoutes, de faire une petite pause. Donc, tu vas fermer les yeux quelques secondes. Bien sûr, si tu es au volant de ton véhicule, tu ne le fais pas, d'accord ? On ne veut pas avoir d'accident sur le dos. C'est ça. Donc voilà, tu fermes les yeux quelques secondes, d'accord ? Et pense à une situation qui se répète dans ta vie. Quelque chose qui boucle, qui revient très souvent, quelque chose qui est récurrent. Et je vais te poser une question. Quel domaine est impacté dans ta vie ? Quels sont les différents domaines ? Quelles sont les différentes parts de ta vie qui sont impactées ? Quelles émotions reviennent à chaque fois ? Observe-toi, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, sois attentif. Et juste la chose que je vais te demander, ça va être d'observer sans jugement cette première conscience, ce qui te revient à l'esprit, ce qui remonte. Et le fait d'observer ce qui remonte à l'esprit, c'est déjà un premier pas pour briser la boucle. Tu vas augmenter ta conscience et tu auras déjà les premiers outils pour. C'est un super exercice que tu proposes là. Et effectivement, c'est la première étape, prendre conscience. Et tu vois, d'ailleurs, ça me rappelle... endormi, Julien. Non, pas du tout. Je suis toujours là. Mais tu vois, d'ailleurs, ça me rappelle une cliente que j'ai accompagnée récemment. En fait, chaque fois qu'elle lançait un projet professionnel qui lui tenait à cœur, elle finissait par se saboter. Elle sabotait tout au dernier moment, soit en changeant d'idée, soit en se trouvant des excuses rationnelles. Et en fait, en creusant ensemble, elle a réalisé que, en fait, à chaque fois qu'elle approchait du but, qu'elle s'approchait du succès qu'elle recherchait, elle ressentait en fait une peur profonde, une peur viscérale, et elle avait peur d'être rejetée, d'être jugée, comme dans son enfance en fait, parce qu'elle avait un parent qui était extrêmement critique, et en fait inconsciemment, elle préférait détruire ses propres chances plutôt que de revivre ce rejet. Et c'est exactement ça. La force du syndrome de répétition, c'est pas quelque chose qui est rationnel. C'est quelque chose qui est profondément émotionnel, et on est dans un réflexe dit archaïque qui est programmé pour nous protéger, mais pour nous protéger au prix, malheureusement, de notre épanouissement.
Maintenant, peut-être qu'on va aborder justement ce syndrome de répétition, mais plus vu par un coach. Parce que nous, on fait pas de thérapie. Nous, on est des Tout à coachs fait. et on voit les choses différemment. Donc, en fait, en tant que coach, même si on pose pas de diagnostic de PTSD, on est quand même attentif au schéma de répétition chez notre client. C'est quelque chose d'hyper important. Et Complètement. le truc, c'est que on va constamment regarder, se poser la question de est-ce que notre client nous raconte des histoires qui sont similaires avec des acteurs différents. C'est-à-dire qu'il vit une situation similaire, mais avec des personnes différentes. Tu sais, c'est un peu comme, je pense à des personnes qui ont du mal à établir une relation de couple, en fait, et qui disent, en fait, tous les mecs sont des connards, toutes les filles sont des connasses, sous prétexte que, en fait, la personne a eu 10 expériences et à chaque fois, c'est la même chose qui se répète. Au bout d'un moment, si ça se répète, peut-être que ça vient pas forcément des autres, tu vois. Il y a peut-être quelque chose que tu répètes constamment qui cause cette problématique-là. D'accord? Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va identifier, qu'on va essayer d'identifier. Donc aussi, est-ce que la personne se heurte toujours au même type de problème malgré ses efforts? Est-ce que y a des réactions émotionnelles disproportionnées face à certaines situations? Donc tous ces signaux peuvent nous indiquer la présence de dynamiques de répétition à explorer. D'accord? Donc ces répétitions, ils sont souvent liés à des blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries et qui n'ont pas été résolues. Donc l'inconscient, lui, il essaye de retraiter ses expériences en la rejouant. C'est un peu comme s'il rejouait le film sans cesse jusqu'à ce que tu finisses par comprendre qu'il y a un problème. Jusqu'à ce que tu finisses par comprendre que la source du problème, elle doit être traitée là, maintenant. D'accord? Le truc, c'est que si, en fait, il n'y a pas de prise de conscience de toutes ces choses-là et qu'il n'y a pas un travail adapté qui va être mis en place, en fait, toutes ces tentatives d'essayer de changer les choses, ils vont rester souvent infructueuses et la personne va être amenée à souffrir sans cesse. D'accord? D'ailleurs, juste peut-être de remettre, tu sais, en avant cette phrase que tu dis souvent à propos des émotions, d'ailleurs, que c'est pas biodégradable et que ça se digère pas et qu'il faut impérativement s'en occuper, en fait, les exprimer, les comprendre, travailler dessus. Donc on retrouve beaucoup ça en fait. Ouais, exactement. Mais en fait, tu vois, on avait parlé des jeux vidéo il y a pas très longtemps. En fait, j'ai envie de donner une métaphore, mais dans les jeux vidéo, le syndrome de répétition, il existe dans le sens où tant que tu n'as pas obtenu l'objet nécessaire pour passer à l'autre niveau, tant que tu n'as pas trouvé la chose nécessaire pour passer de l'autre côté, écoute, même si tu arrives au bout du niveau, des fois, tu recommences quand même parce qu'il te manque quelque chose. D'accord? Et c'est ça, en fait. Ça va reboucler jusqu'à ce que tu comprennes qu'il te manque quelque chose, qu'il y a des ressources dont tu auras besoin pour passer au prochain niveau. La vie, c'est exactement la même chose. Tant que tu comprends pas, ça va se rejouer en boucle, avec des personnes différentes, dans des contextes différents. Et si tu te mets en victime en te disant c'est de la faute des autres, moi je sais pas, moi de toute façon je fais tout parfait, t'en sortiras jamais là. Tu n'avanceras pas. Ouais, c'est ça. Tu n'avanceras pas. Au bout d'un moment, le truc c'est que ok, il y a peut-être des événements extérieurs qui sont pas bons, qui sont pas normales, mais il y a peut-être aussi des choses que toi tu fais, des actions que tu poses qui poussent parfois l'autre ou ton environnement à répéter ce que tu vis. D'accord? À répéter les mêmes comportements. Tu sais, Julien, c'est comme je pense à certaines personnes qui disent j'en ai marre, personne me respecte. Tu vois? Personne me respecte. Est-ce que peut-être que toi aussi, dans les comportements que tu poses, tu tends pas la perche à ton agresseur? Je dis ça, d'accord? Encore une fois, ça dépendra du contexte. Mais si à chaque fois tu revis la même chose 10 fois, 15 fois, 20 fois, peut-être que dans ton comportement, il y a quelque chose qui... En fait, c'est un peu comme si tu ouvrais la porte. Tu ouvrais le portail en grand et tu disais allez-y. Allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Ouais. C'est ça, et en fait, c'est pas une accusation, c'est pas en train de dire t'es coupable de ce qui t'arrive, c'est toi qui choisis. On n'est pas dans ce délire-là. Là. On n'est pas en train de te dire tu as choisi de te faire agresser et c'est toi qui choisis à chaque fois que ça se répète. Non, c'est pas choisi consciemment, mais il y a une partie de toi qui travaille justement à revivre des situations similaires. Et du coup, ça pourrait être bien de faire prendre ça en charge et de te faire accompagner si vraiment tu sens que ça prenait trop de place. Parce que
toute façon, comme tu l'as dit, Samir, hein, c'est pas notre rôle, hein, de toute façon, en tant que coach, de faire de la thérapie du trauma, mais... Ah oui, ouais, c'est pas notre rôle, mais effectivement, après, voilà, on peut mettre le doigt sur ces choses-là et aider, je pense, la personne à faire des prises de conscience. Ça, c'est ce que nous, on peut faire. Après, Mhm. ouais, pour traiter le trauma, c'est pas notre rôle. Mais tu vois, ça me fait penser à des personnes, tu sais, Julien, quand on faisait notre groupe de coaching, à l'époque, on faisait des groupes de coaching. Et Mhm. je me rappelle, il y avait une personne qui m'avait quand même assez frappé parce que, en fait, elle vivait dans la paranoïa totale par Mhm. rapport à des traumas qu'elle avait vécus, en fait, dans son enfance, même Ouais. plus jeune. Et le truc, c'est que ce qu'elle a vécu, même très loin de la source de ses problèmes, elle le Mhm. reproduisait constamment avec d'autres personnes, tu vois. Ouais. Et c'est pas une vie, en fait. C'est vraiment pas une vie. Et je me rappelle, elle a pas été au bout du coaching parce que, je pense que elle était pas prête à l'accepter. Et au bout d'un moment, elle a fui, en fait. Elle a fui le truc. Mais, mais tu vois, c'est pas une vie, en fait. Au bout d'un moment, en fait, Mhm. tant que tu n'affrontes pas ces choses-là en face, ça va se répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et tu n'avanceras pas. Donc, bref, je me recadre, Julien. Donc peut-être Mhm. juste, comme tu disais, notre rôle, c'est pas de faire de la thérapie, du Non. trauma, mais ça va être d'aider, quoi qu'il arrive, notre client à prendre conscience de ces schémas-là, à comprendre les origines de ces schémas-là, et à explorer des nouvelles façons de réagir et d'agir. D'accord? On peut les Mhm. accompagner à identifier les déclencheurs, à explorer leurs émotions, c'est les émotions sous-jacentes en lien avec tout ça, et Mhm. à mettre en place des stratégies pour briser cette boucle. Mhm. Donc, tant que nous aussi, en tant que coach, on ne reconnaît pas nos propres limites, en fait, si ces schémas de répétition sont profondément ancrés à des traumas importants et que notre client présente des symptômes cliniques de PTSD ou d'autres troubles psychologiques, en fait, il va être important de se référer ou de référer plutôt la personne vers des professionnels de la santé mentale spécialisés. Nous, on reconnaît nos limites et si on Mhm. se rend compte que ça va être compliqué, que la personne va avoir besoin de consulter un professionnel de la santé mentale, c'est notre responsabilité, nous, en tant que coach, et c'est Mhm. aussi la sagesse de reconnaître que c'est pas notre boulot, et à ce moment-là, de la renvoyer ou de Ben, c'est renvoyer la ça. personne vers On un n'est pas professionnel des, de développement. on n'est Ouais, pas des sauveurs, et d'ailleurs ça fait partie de nos contrats avec nos clients, et ça fait partie des points qu'on enseigne justement dans le cadre de la formation, pour expliquer aussi que on n'est pas des super héros, on n'est pas là pour sauver tout le monde. Et c'est puis il y ça. a des choses qu'on va accompagner, d'autres qu'on va pas accompagner, et effectivement c'est un point important à prendre en compte. En fait, notre rôle ici, il s'inscrit un peu dans la même logique de narration alternative, telle qu'ont pu le développer Michael White et David Epstein, qui sont les fondateurs en fait de la thérapie narrative. Et l'idée, c'est de montrer que le fait de déconstruire une histoire répétitive et de co-construire un récit qui va être plus riche, plus aligné, peut transformer profondément la perception que l'individu a de lui-même. Et en fait, même hors cadre thérapeutique, cette approche-là, elle est transposable au coaching. C'est de poser des questions puissantes, c'est d'explorer les contextes de répétition, c'est d'amener à la conscience des intentions positives cachées derrière les anciens comportements. Et tout ça, ça peut justement aider à progresser. Mais pour pouvoir le faire, il faut comprendre l'importance de l'écoute active, des pièges de l'écoute active dans lesquels il faut pas tomber, et surtout apprendre à avoir la bonne attitude, la bonne direction, la bonne posture pour permettre à la personne d'avancer. Parce que on fait un métier qui est complexe, ça s'apprend pas en 3 semaines, et ça s'apprend pas avec 3 listes de questions qu'on a sous le coude et qu'on va répéter bêtement. Il y a vraiment des choses profondes à comprendre et toute une posture à développer, et il faut vraiment y faire attention. Donc notre rôle, comme tu l'as dit Samir, c'est donc pas de faire de la thérapie de trauma, pas du tout, mais c'est plutôt d'aider nos clients à prendre conscience des schémas qui sont utilisés et à explorer de nouvelles façons de réagir et d'agir pour changer ce qu'on appelle l'algorithme. Donc on peut les accompagner à identifier, on peut les accompagner à explorer ces émotions sous-jacentes et mettre en place des stratégies pour justement briser ces boucles. Mais encore une fois, comme tu l'as dit Samir, c'est important de reconnaître nos limites, parce que si jamais ça semble trop profondément ancré,
bah faut savoir dire, ok, j'ai des outils qui sont pertinents, qui sont utiles, qui sont efficaces, mais si jamais ça prend trop de place, bah on réfère. Et puis c'est tout quoi. On va pas plus loin. Ouais, exactement. Donc là-dessus, maintenant qu'on a parlé de ça, bah c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on fait pour sortir justement de cette boucle infernale. Comment on arrête de répéter des choses qui nous abîment, qui même quand on en est conscient, bah ça nous fait du mal. Bah la première étape, c'est probablement celle qui est la plus essentielle, c'est la prise de conscience. Comme l'exercice que tu nous as fait faire il y a quelques instants, Samir, tu t'arrêtes, tu regardes, t'observes les situations récurrentes dans ta vie, les émotions que tu ressens, les réactions automatiques que tu déclenches. Alors sans t'en rendre compte, bien évidemment, mais rien que ça, tu vois, c'est déjà énorme parce que tu passes du mode répéter sans comprendre à observer ce qui joue et en prendre conscience. D'accord ? Tu ne peux pas reprendre la maîtrise de ce que tu ignores. Tu ne peux pas reprendre la maîtrise de ce que tu ne mesures pas, de ce que tu n'observes pas. Donc c'est vraiment la première étape. Ensuite, tu peux, toi qui nous écoutes, commencer à te poser des questions simples mais puissantes. Est-ce que, l'une des questions que tu peux te poser, c'est est-ce que je reconnais une scène familière? D'accord? Est-ce que je reconnais une blessure ancienne? Une sensation que je ressens toujours dans le même moment ou dans les mêmes moments? Et là, c'est pas forcément en fait le souvenir qui va compter, c'est surtout le ressenti corporel et émotionnel, ce qui revient à chaque fois que tu es confronté à une situation similaire. Et je sais pas pourquoi, Julien, mais ça me fait penser à ces fameux élastiques qui ne sont pas forcément en lien avec les PTSD, mais c'est un truc sur lequel on travaille en tout cas beaucoup. Et tu sais, je vais donner cet exemple d'élastique. Peut-être que ça va te donner une image. Donc, en fait, l'élastique, c'est une émotion, une sensation qui va revenir à un moment où tu ne t'y attends pas. T'es là, tu fais quelque chose, et d'un coup, à chaque fois, t'as ce ressenti-là qui vient, et tu te sens pas bien. En fait, c'est quoi? C'est une empreinte qui a été laissée, il fut une époque, tu sais, une empreinte qui a été ancrée, et à chaque fois que tu vis une situation à peu près similaire, où tu es dans un endroit à peu près similaire, d'accord? Dans une ambiance générale autour de toi, peut-être le ton de la lumière, la musique qui est jouée, etc. En fait, à chaque fois, eh ben, ça te fait remonter ces émotions-là. Ouais. D'accord? Bah, Ouais, c'est comme un nous, ancrage. Hein. c'est ça, c'est comme un ancrage, effectivement. Et en fait, bah, ce qu'on dit souvent, c'est que bah, si tu te rends compte que tout allait bien, tout se passait bien, et à chaque fois, dès que tu es confronté à cette situation-là, tu as une émotion qui sort de nulle part, bah en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort. C'est que c'est en lien avec quelque chose, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Ça peut être un élastique, mais peut-être que toi aussi, qui revis à chaque fois des situations similaires, des sensations similaires à chaque fois, bah c'est peut-être en lien avec un trauma aussi. C'est possible. Donc Ça juste pourrait. d'être à l'écoute de ton corps. Si à chaque fois, dans le même type de situation, tu revis des choses, tu ne sais pas d'où ça vient, il y a peut-être quelque chose. Ça mérite peut-être de mettre le doigt dessus. Oui, exact, Samir, merci pour du coup ce rappel justement des élastiques et justement de ce principe d'ancrage qui peuvent se produire. En fait, l'idée, encore une fois ici, c'est pas de faire de la thérapie, mais c'est de comprendre qu'il faut accueillir et traiter les émotions qui sont liées à ces expériences passées. Parce que souvent, toutes ces répétitions, en fait, c'est une tentative de notre psyché de finalement ressentir et d'intégrer ce qui n'a pas pu être intégré à l'époque. Et c'est là que je vais te parler de quelque chose qui m'est très cher, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est de la sophrologie kaysédienne. En fait, dans cette approche, on parle de vécu inachevé. C'est des expériences du passé qui n'ont pas été digérées, qui restent là, qui sont actives, prêtes à ressortir dans des contextes similaires. Et en fait, le corps garde la mémoire de ces événements, quelque part. Et tant qu'on n'a pas réécrit cette mémoire dans le corps, on continue à répéter. Alors, ce que la sophro nous permet de faire, en fait, c'est notamment à travers des pratiques comme celle de la relaxation dynamique du 3e degré, ce qu'on appelle la RDC 3, qui est très centrée sur le schéma corporel. On a aussi tout ce qui va être futurisation positive et d'autres éléments qui ont été développés par Natalia Caicedo, qui est la fille d'Alfonso Caicedo, le fondateur de la sophrologie. Et en gros, c'est de proposer une nouvelle voie à la conscience pour redécouvrir, pour vivre les choses différemment. Et grâce à la sophro, on peut en fait créer un espace sécurisant pour imaginer,
ressentir et vivre une autre manière d'être en lien avec soi-même. Et c'est pas que théorique d'ailleurs, parce qu'il y a une étude par exemple qui a été menée à l'université de Toulouse, par Hubert en 2003, sur des femmes Uber? souffrant, ouais, Il de fait quoi Uber, là, Uber? donc de Hubert comme le prénom, en 2003. En fait, c'est donc une étude sur des femmes qui souffraient de stress post-traumatique, qui a montré que la pratique régulière en fait de la sophrologie et d'outils spécifiques à la sophrologie réduisait l'hypervigilance, restaurait un sentiment de sécurité profond et permettait en fait de reprendre son pouvoir sur ses automatismes. Donc Ouais. après, la chose qu'on va garder en tête, c'est que parfois on peut être en recherche de moi je veux vivre une expérience qui tac change tout du jour au lendemain et transforme profondément ma vie et que je sois tranquille définitivement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le système, il a besoin de temps. Et donc, il faut aussi intégrer des approches, que ce soit la sophrologie, mais par exemple le MDR aussi, qui est très réputé justement pour le traitement des traumatismes. C'est de Mm. comprendre que ça prend du temps et que ça se fait pas en 5 minutes et que, chez certaines personnes, on peut avoir des résultats très rapides et pour d'autres, parce qu'il y a tout un système de pensée, de croyances, de perception, d'habitudes, etc., qu'il faut prendre en compte et il faut donc se laisser le temps pour pouvoir sortir de ces automatismes-là. Mais il y a plein de stratégies qui fonctionnent sans nécessairement parler de thérapie. Il y a plein de choses qui peuvent aider à progresser. Ouais. Et tu vois, tout ce que tu dis là, en fait, ça rejoint ce que nous disent aussi les neurosciences, notamment avec les recherches de Norman Doidge, The Brain That Changed Itself, qui ont montré que même à l'âge adulte, le cerveau est plastique. D'accord? D'ailleurs, le cerveau est fascinant, Julien, parce que Vraiment. malgré l'âge, il a toujours cette capacité de se remodeler, de se remodeler. Et du coup, en fait, le cerveau, il est capable de se reconfigurer si on lui propose une nouvelle expérience émotionnelle, vécue dans un cadre sécurisé. Chaque petit choix différent, chaque moment de recul, chaque petite action nouvelle va créer une nouvelle connexion neuronale et ça va venir affaiblir les anciens circuits de répétition. Et c'est là aussi quand je te dis que c'est hyper surprenant ce cerveau plastique, c'est que tu vois dans le cas des problèmes d'addiction aussi, en fait les addictions font des dégâts au niveau du cerveau parce que ça le remodèle complètement, ça l'atrophie, etc. Mais en fait, on nous a expliqué aussi au travers d'énormément de recherches que, ok, le cerveau va s'atrophier, il va y avoir des dégâts, mais c'est pas la fin. Ouais. Si tu reprends le contrôle, tu arrêtes ton addiction, tu recrées des nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles bonnes habitudes, etc. Ben en fait, ton cerveau va se refaçonner, d'accord? Et potentiellement, qui pourrait retrouver une bonne partie de ses facultés, même si c'est pas retrouver la totalité de ses facultés avant ces problèmes d'addiction là, par exemple. Oui, exact, Samir, merci pour ça. Et un autre levier qui est très accessible aussi, c'est la pleine conscience. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais il y a un programme qui s'appelle le MBSR, qui est le Mindfulness Based Stress Reduction, qui a été développé par John Kabat-Zinn et qui a été validé en fait par des centaines d'études cliniques, qui permet une réduction significative de l'activité du système limbique, cette zone en fait qui s'emballe dans les situations émotionnelles et qui réactive des zones du cerveau liées à la prise de recul et à la régulation. Et en gros, quelques minutes par jour suffisent parfois pour commencer à dire stop au pilote automatique. En fait aussi, une fois que justement qu'il y a une meilleure compréhension de ces schémas et des émotions qui sont sous-jacentes, en fait, on peut commencer à mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles façons de réagir face à des situations déclenchantes. Et en fait, c'est progressif, ça demande de la patience, mais c'est profondément transformateur. Donc là où ça va être important, toi qui nous écoutes, de mettre le focus, c'est que ça va pas se faire en un claquement de doigts, d'accord? Complètement. L'amazoniation, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est le fait d'avoir tout de suite là, ça va être important de mettre ça de côté et de comprendre que toute transformation majeure va demander du temps, de la répétition et de la persévérance. Mais encore une fois, même si tu as été habitué à tout avoir tout de suite et qu'aujourd'hui tu as la flemme, en fait, comprends juste que la difficulté que tu vis, la souffrance que tu vis à chaque fois que les choses se répètent, si tu mets ton énergie, en fait, si tu souffres un petit peu
à répéter les choses, à patienter et à continuer, parce que ça va pas être facile, d'accord? Ouais. Mais si tu mets plutôt que de souffrir à revivre constamment les mêmes choses, ben en fait, tu vas struggle un petit peu, tu vas galérer un petit peu à répéter ces changements-là. Ben en Mhm. fait, ça va être au final libérateur parce qu'il y a des gens qui revivent ça jusqu'à la fin de leur vie. Alors que toi, tu as la capacité de casser ces schémas. Ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup tu sais, tu cherchais le mot, mais on pourrait presque parler d'amazonite aiguë. Tu vois, Amazonite aiguë, j'aime bien. syndrome de je veux tout de suite en cliquant sur un bouton. Ouais. Voilà, on vient de mettre notre contribution dans le DSM et Ouais, répétez-le au maximum. Hein. J'ai envie d'être nouveau sur trouble mental, amazonite aiguë. C'est ça. Ou sur, je sais pas, dans le dictionnaire, tu sais, on va peut-être rentrer à l'Académie française, qui c'est notre mot. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on a bien l'idée. Alors attention, hein, quand on dit amazonite, c'est bien le trouble, c'est pas la pierre semi-précieuse. Je pense qu'il y a une pierre semi-précieuse qui s'appelle comme Ah ça, ouais? l'amazonite, il me semble. Ah, je Ouais. savais pas. Ok. Mais J'apprends voilà, des choses. c'est en référence à Amazon et le site qui nous permet d'avoir des choses rapidement, facilement à notre porte. C'est ça. Bref. J'aime bien avoir les choses rapidement, hein, Julien, mais pour ça, non, ça ne marche pas. C'est pas Non, possible. non. Oui, bah comme beaucoup de personnes, hein, Samir, on aime bien voir les choses assez rapidement. Alors ici, petit rappel en tant que coach, on peut accompagner nos clients dans toutes ces étapes. On peut les aider à voir leur schéma, les aider à nommer, à sentir quand ça s'active, à expérimenter autre chose. On n'est pas là pour guérir, clairement. Mm. Le coaching peut avoir beaucoup d'effets secondaires très positifs, dont un aspect thérapeutique, mais c'est pas ce qu'on recherche. De toute façon, on n'est pas dans une action thérapeutique quand on fait ça. On est là pour ouvrir des portes. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour sortir de ces boucles. Et pas replonger dans le problème, puis l'explorer, puis remuer les trucs. C'est pas toujours nécessaire. Donc, on met ça au clair ici. Alors, maintenant qu'on a fait peut-être le tour de tout ça, Samir, est-ce que on pourrait peut-être justement se parler un peu plus de cet espoir alors guérison, c'est peut-être un bien grand mot, mais de récupération et de prise en Ouais. charge. Ouais, exact. Juste comme ça, mais tu m'as fait rire quand tu parlais alors je sais plus ce que tu as utilisé comme mot, mais j'allais dire justement le coaching a un effet laxatif sur nos émotions et ça peut avoir un effet laxatif aussi sur certains traumas, pas tous, mais ça peut. Euh, C'est une donc très belle voilà, ça image. libère. Ça libère. Donc je me recadre. Donc il est fondamental de rappeler que quelle que soit la profondeur des blessures ou l'ancienneté des schémas que nous vivons, ben en fait il y a toujours un espoir de guérison et de transformation. Le premier pas, c'est souvent de reconnaître que quelque Mhm. chose ne va pas et de chercher de l'aide. Et ça, on le dit très 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 souvent. Peu importe la problématique, la base de toute guérison ou de tout changement, c'est avant tout la reconnaissance. Ouais. Parce que Bah la reconnaissance est liée à c'est super important. l'enseignabilité, Julien. Ouais. Si tu Ouais, n'es pas enseignable, tu ne peux pas changer. complètement. Et le truc, c'est que quand on parle de reconnaissance ici, c'est reconnaître en fait qu'il y a quelque chose, reconnaître qu'il y C'est a un ça. schéma qui est en jeu. C'est pas la reconnaissance de je suis reconnu, besoin en tant que Oh personne oui. de ce que je fais, de bien mettre au clair cette partie-là. Alors, si toi tu te reconnais dans ces mécanismes de répétition dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit lié ou non à des traumas importants ou simplement des schémas plus quotidiens, bah en fait, n'hésite vraiment pas à chercher un accompagnement adapté. Parce que, imagine-toi dans quelques mois, avancer sans traîner justement ces boulets-là, invisibles. Te lever sans la peur au ventre, te lever sans crainte de répéter en fait les mêmes erreurs, de sentir une légèreté nouvelle, comme si en fait tu respirais pour la première fois depuis longtemps. Imagine un peu ce que ça pourrait t'apporter. Si tu sens que c'est quelque chose que tu voudrais avoir et vivre, bah c'est peut-être le temps de prendre une décision, d'avancer sur ces sujets-là pour toi. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, il y a un thérapeute spécialisé dans les traumas peut t'aider justement à dénouer les nœuds profonds.
Et un coach Tout à fait. peut t'accompagner pour mettre en place des stratégies concrètes pour avancer vers tes objectifs. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant, toi qui nous écoutes, si tu es coach ou pas, d'accord, de comprendre que ce travail-là peut être fait conjointement avec un thérapeute ou conjointement avec un coach, d'accord. Donc en fait, on n'est pas, faut savoir que les coachs et les thérapeutes sont pas en concurrence. On n'est pas les uns contre les autres. Non, au contraire, on peut dédupliquer notre impact si on travaille ensemble. D'accord? Parce que dans certains cas, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de thérapeute, ils ont besoin uniquement de coaching. Dans d'autres cas, il y a des personnes qui ont peut-être forcément plus besoin de thérapie que de coaching. Et dans d'autres cas, en fait, on peut s'allier pour créer encore plus d'impact. Et si en plus tu es face à un coach thérapeute, ben peut-être que là, tu auras en plus les deux. Voilà, tu pourras avoir les deux approches. Exactement. Complètement. Et du coup, si l'accompagnement des personnes touchées par le trauma et les schémas répétitifs te passionne, et qu'en plus tu es thérapeute et que tu vas avoir cette double casquette, bah, si tu envisages de te reconvertir ou d'approfondir tes connaissances ou tes compétences dans ce domaine, bah, sache que l'Institut Merlin te propose une formation de coaching holistique qui intègre une compréhension approfondie de ces dynamiques. Et puis, en fait, c'est une opportunité unique pour toi d'acquérir les outils nécessaires pour faire une réelle différence dans ta vie et dans la vie des autres. Et justement, cette approche de coaching que nous, on enseigne, elle intègre plusieurs approches telles que le coaching systémique, telles que la psychologie positive. Donc vraiment, si tu es dans le domaine du coaching, dans le domaine de la thérapie ou pas du tout, que tu as juste envie de te reconvertir, bah, sache que l'Institut Merlin peut être un centre de formation qui est orienté à 360 degrés, vraiment tellement on intègre de choses pour toi et pour t'aider à aller beaucoup plus vite vers l'expertise. Complètement. D'ailleurs, si ce sujet dont on parle aujourd'hui te passionne et t'es coach ou en devenir, tu peux rejoindre le podcast et la newsletter du laboratoire du coaching, parce qu'on reparlera justement bientôt justement d'outils concrets pour gérer le syndrome de répétition dans le cadre des accompagnements justement en coaching. Donc si jamais ça t'intéresse, t'as le lien directement en description de ce podcast. T'as juste à aller t'inscrire, t'as une version gratuite, t'as une version payante selon l'investissement que tu veux mettre et selon aussi les informations auxquelles tu auras envie d'accéder. Exact. Et Julien, j'ai envie de nous féliciter, toi et moi, parce que nous avons tenu pour une fois moins d'une heure dans ce podcast-là. Ça fait un moment on peut encore dire des choses, hein. d'1h10, 1h15, 1h20, d'accord. Et là, effectivement, je pense qu'on va tenir les temps. Donc, parfait, magnifique. Magnifique, ouais, top là. Donc toi qui nous écoutes, en tout cas pour conclure cet épisode essentiel, retiens que le syndrome de répétition, c'est un phénomène complexe qui peut se manifester de différentes manières, des séquelles directes d'un trauma au schéma plus subtil de notre quotidien. Donc comprendre les différentes approches théoriques et les mécanismes à l'œuvre, bah, c'est un premier pas crucial vers la libération. Ça te permet justement de reconnaître, de comprendre, et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Oui, exact. Et un point important que j'aimerais te rappeler ici, c'est que nous ne sommes pas notre histoire. Nous ne sommes pas notre passé. On a souvent tendance à confondre identité et expérience, mais c'est deux choses qui sont totalement décorrélées. Et bien sûr, ça va t'influencer. Mais tu peux aussi changer, en fait, ce rapport-là. Donc, oublie jamais que tu as la capacité de te libérer de ces chaînes du passé, parce que la prise de conscience, l'exploration de tes expériences et l'action surtout vers des nouveaux comportements sont autant de pas vers une vie en fait qui sera plus épanouissante. Donc cherche le soutien dont tu as besoin, que ce soit auprès de thérapeutes, auprès de coachs. Si tu sais pas où trouver des coachs formés correctement, même plus que ça d'ailleurs, des coachs qui sont compétents, qui ont les outils et qui ont les ressources nécessaires pour t'accompagner sur les sujets sur lesquels tu as envie de travailler en ce moment, bah sache que on a plein de belles personnes vraiment ultra compétentes disponibles à l'Institut, qui sont nos étudiants, nos étudiantes, et qui sont déjà passés par leur process de certification et qui sont prêts en fait à pouvoir t'accompagner efficacement. Donc pour ceux qui aspirent à accompagner sur ce chemin de changement, de cheminement pour les autres, bah l'Institut Merlin, c'est vraiment une ressource qui est précieuse, donc n'hésite pas à nous contacter.
Et peut-être que je vais te poser une question, toi qui nous écoutes. Quelle chaîne invisible choisis-tu de commencer à briser aujourd'hui? Voilà, si demain tu dois en briser une, c'est laquelle? Et de la noter quelque part, si possible, ce serait bien aussi, parce que c'est bien de noter, Julien. Souvent on fait les choses, on a appris à faire les choses sans noter, c'est deux têtes. Mais en fait, le fait d'écrire sur un papier, ça permet de l'ancrer, ça permet de le poser quelque part. Tu vois, alors que tant qu'on le garde comme ça dans notre esprit, en fait, ça se perd en fait dans notre esprit, mais ça reste quand même dans un coin de notre tête et du coup, ça occupe de la place mentale. Donc voilà, donc écris-le quelque part. Je pense que ça pourra t'aider. Et puis, ben moi, ce que je te dirais, c'est qu'on se retrouve très très vite pour continuer à explorer ensemble les chemins de la conscience, de la liberté intérieure et du bonheur durable. On t'invite à liker, à commenter, à partager et à t'abonner du coup à ce podcast pour contribuer toi aussi à l'expansion de la connaissance, à toucher beaucoup plus de monde et à apporter beaucoup plus de changements dans ce monde. Et je pense qu'il en a largement besoin. Donc, exactement. Donc moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.